On m'entend. Bonjour à tous, merci d'être là autour de cette table ronde. Je m'appelle Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans et je vais modérer ce sujet sur la marque employeur à l'épreuve de l'engagement sociétal. Donc vous le savez aujourd'hui, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Je vais essayer de parler plus fort peut-être, là c'est mieux. Ok. Donc vous le savez aujourd'hui, les entreprises régissent nos sociétés. Et à l'heure où le réchauffement climatique se fait entendre, autant nos façons de travailler que ce que l'on attend du travail est repensé. L'impact sociétal d'une entreprise est de plus en plus regardé par les jeunes et par celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, en reconversion ou en quête de sens. On questionne le sens, on ne fait plus pour faire, mais on veut comprendre pourquoi, comment on le fait et surtout quel impact cela aura sur l'ensemble de la société. Donc pour répondre à ces enjeux-là, les entreprises aujourd'hui doivent repenser leur modèle et leur façon de faire. Et c'est le sujet même que nous allons aborder aujourd'hui autour de cette table ronde, la marque employeur à l'épreuve de l'engagement sociétal. Je suis la créatrice de Nouvel Œil, qui est un média pour éveiller les nouvelles générations en quête de sens et également auteur du livre « Ce qu'on n'apprend pas à l'école ». Et autour de ce débat, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Pétraud, 26 ans, notre Benjamine, créatrice des Pépites Vertes. Olivier Carla, bonjour Olivier, directeur des ressources humaines chez Veolia. Le senior, voilà. On a également Célia Lenormand, responsable Bonjour. RH chez Marque Employeur chez Mazars. Bonjour. Et enfin, Marie-Céline Plourin, directrice développement durable chez Edenred. Merci à tous d'être là. Je vais commencer par vous poser une première question à tous, que vous pouvez répondre les uns après les autres, qui est pour vous, quelle est la mission d'une entreprise? Marie-Céline, est-ce que vous voulez commencer? Oui, est-ce que vous m'entendez? Non, je crois qu'on n'entend pas très bien. Ici, c'est mieux? Voilà, je vais coller le micro. Pour répondre à cette question, il faut que l'entreprise elle se pose d'autres questions qui ne sont pas très agréables. La première est de savoir si elle est utile. À quoi elle sert? Et ça, c'est une question qui n'est pas forcément encore remise en question systématiquement dans les entreprises. Se dire, mais à quel besoin essentiel, à peu près, je réponds? Mais aussi de se poser la question de, est-ce que si je continue ma façon d'opérer aujourd'hui, eh bien, dans 10 ans, dans 20 ans, je serai encore en mesure de satisfaire le besoin que je fais? Donc, c'est plein de questions comme ça qu'il faut poser. Et l'autre aussi, qui n'est pas toujours agréable, c'est de regarder ce sur quoi on a des incidences, ce qu'on appelle vulgairement les externalités négatives. Dit autrement, dans la façon que j'ai d'opérer, est-ce qu'il y a des enjeux sociétaux et environnementaux que je peux traiter? Je vais vous prendre un exemple concret, peut-être ce sera plus parlant. Edenred, on distribue des tickets restaurants. On peut se dire, OK, en distribuant ces tickets-là, les gens font ce qu'ils veulent. Ils ont du pouvoir d'achat, ils mangent comme ils veulent. Mais en fait, s'ils l'utilisent chez certains restaurateurs ou par de la vente à emporter, il peut y avoir des incidences de gaspillage ou de déchets plastiques. Est-ce que c'est de notre ressort? Oui. Donc on doit pouvoir traiter aussi ces sujets-là. Donc pour répondre à sa mission, il faut d'abord se questionner sur sa façon d'opérer, comme vous l'avez dit, et de se poser les questions sur quoi on a une incidence. Donc le sens avant la rentabilité. Alors, l'utilité, effectivement, mais si on est utile, on est attendu, et donc on pourra être rentable. Célia, est-ce que vous avez à peu près le même avis ou vous avez des choses à apporter à cette Alors question? effectivement, je vais compléter ce qu'a dit Marie-Céline. C'est vrai qu'aujourd'hui, le salariat n'est plus l'entreprise n'est plus synonyme de salariat. On a des freelances, on a des slasheurs. Et c'est en ça que l'entreprise, pour moi, c'est vraiment avant tout un vecteur social. Et on l'a en plus vu pendant la crise sanitaire. C'est vraiment une agora. On va pouvoir phosphorer, on va pouvoir innover, on va pouvoir transmettre, on va pouvoir monter en compétences également. Et en ça, l'entreprise, pour moi, c'est plus un collectif et un projet commun qu'on a tous à cœur de faire. Voilà, pour compléter la réponse. Olivier. Alors, nos activités chez Veolia, c'est de l'eau, des déchets, de l'énergie. Ça a déjà du sens, ça a déjà une utilité. Et on a une focalisation sur préserver les ressources, capter ces ressources et les recycler. Donc notre mission, qui a été définie par le COMEX et l'ensemble des parties prenantes, c'est ressourcer le monde. Et on a défini une raison d'être
Le président dit souvent, notre président Frérot dit souvent, une entreprise utile sera prospère et pas l'inverse. C'est pas la prospérité de l'entreprise qui fait son utilité, c'est son utilité qui va générer une prospérité. Et une utilité pour qui? Pour l'ensemble des parties prenantes qu'on a définies au sein de Veolia. On a défini une raison d'être qui est un texte assez long. Travailler avec les parties prenantes pour donner effectivement un sens, une création de valeur, des solutions à la planète, à la société, les territoires sur lesquels on intervient, bien sûr nos clients, bien sûr des investisseurs et les salariés. Et c'est cet équilibre global d'une performance globale, d'une performance plurielle, qui va donner du sens et qui fait que ma solution technique ou ma spécialité ne va pas s'inscrire simplement dans un domaine, mais c'est cet équilibre global qui va créer l'utilité au global pour la société et pour l'ensemble des parties prenantes. Est-ce que cette vision-là a évolué au fil des années depuis que vous occupez ce poste de DRH chez Veolia, avec les enjeux actuels qui ont pris de plus en plus d'importance dans la société? Très clairement, avant, on était une entreprise vue comme travaillant sur des utilités. Aujourd'hui, on travaille sur des solutions environnementales et la raison d'être a été édictée il y a 2 à 3 ans, mais surtout avec un travail amont que j'ai trouvé, pour y avoir participé, passionnant, de rencontrer les différentes parties prenantes, de les mettre autour d'une table, de définir un texte commun et de construire derrière ça des indicateurs de suivi internes, externes, qui nous permettent effectivement de dire c'est quoi la performance. Et vous le disiez, elle est dans ce jeu d'équilibre des différentes performances. Ce n'est pas le sens avant la rentabilité, c'est bien sûr la rentabilité. Une entreprise a besoin de poursuivre son activité, d'avoir des investisseurs dans ses solutions techniques et environnementales pour demain, mais elle a besoin aussi de drainer de l'utilité et de la création de valeur pour tous. Et c'est ce travail-là, effectivement, qui, de mon point de vue, a beaucoup évolué. Veolia s'était beaucoup intéressé, et son président, son comité exécutif, à cette notion de l'équilibre et de l'utilité. Et puis, la loi Pacte, les entreprises à mission, les raisons d'être, sont venues véritablement donner un sens énorme. Et aujourd'hui, quand on attire un certain nombre de personnes, on parle beaucoup de la raison d'être. D'ailleurs, on avait un petit atelier sur la raison d'être de Veolia sur notre stand. Claire, toi tu es à cet âge où justement on aurait tendance à chercher un emploi dans une entreprise, mais tu as choisi le chemin le moins sûr, celui de l'entrepreneuriat, en créant les pépites vertes. Tu peux nous en dire 2 mots et en répondant à cette question de nous dire aussi pour toi quel est le sens, la mission d'une entreprise, notamment le sens des pépites vertes. Bien sûr. Peut-être pour compléter par rapport à tout ce qui a été dit, cette question de la mission et de la raison d'être, je pense qu'elle se pose aussi dans une question du rôle aujourd'hui des entreprises, dans la manière dont on fait société. Et le fait est qu'aujourd'hui, les entreprises occupent un rôle central dans la manière dont on dessine le futur de comment on s'organise en tant que société. En ça, du coup, moi, j'ai eu à cœur de lancer les pépites vertes pour montrer effectivement que face à ces défis climatiques, environnementaux, sociaux, le monde du travail était déjà en train de se transformer. Et cette volonté, elle est née parce que je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait une grosse éco-anxiété du côté des jeunes, une grosse difficulté à se projeter, notamment dans les entreprises, parce qu'on ne comprend pas leur rôle ou parce qu'on a des grandes attentes par rapport à leur rôle. Et donc les pépites vertes mettent effectivement en lumière des jeunes salariés de la transition écologique depuis plus d'1 an et demi. Tu parlais d'attente justement de ces jeunes aujourd'hui. Toi, si je peux te prendre comme porte-parole de ces nouvelles générations et de cette jeunesse, quelles sont selon toi ces fameuses attentes ? Alors, je me permets d'être porte-parole de ma communauté. J'aurais pas la prétention d'aller au-delà, d'autant plus que ce sujet des attentes, il n'est pas si évident. Aujourd'hui, la première attente d'un jeune talent qui rentre sur le marché du travail, c'est le salaire. Ça reste le salaire et c'est important de se rappeler de ça. Le fait est que ma communauté, elle, cherche vraiment le sens et l'utilité dans son job. Et en discutant avec elle depuis, comme je l'ai dit, plus d'1 an et demi, on a collecté les témoignages de 250 jeunes salariés de la transition écologique qui travaillent aussi bien dans des grands groupes, dans des start-up, dans des ONG, dans le secteur public. Pour vous donner un petit exemple de qu'est-ce que c'est qu'une pépite verte telle qu'on les a définies, ça peut être par exemple Quentin qui travaille à l'ADEME à accompagner le secteur du plastique à se transformer. Ça peut être Damien qui est présent et qui accompagne sur la partie plutôt ingénieur, l'éco-conception des produits. Mais ça peut aussi être Nina qui travaille chez Nestlé et qui travaille sur réduire le gaspillage alimentaire. Donc c'est ultra vaste.
Et ce que nous disent ces jeunes, en termes d'attente, on en a identifié 3 grandes. D'une part, de la transparence. D'autre part, une prise de responsabilité ambitieuse de la part des acteurs, puisqu'on a compris qu'ils avaient un grand rôle et que 1, 2, 5, 10% de trajectoire qui dévie peut avoir un vrai impact sur la manière dont on fait société, encore une fois. Et surtout, et là c'est un petit peu plus compliqué, des conditions en tant que salarié pour avoir de l'impact et de la marge de manœuvre. Et ça, c'est une grande attente des jeunes actifs, de ma communauté, encore une fois. Donc ces attentes-là sont nouvelles, elles ont évolué. Et pour les entreprises, c'est peut-être pas évident de s'adapter à ces nouveaux enjeux-là. Comment vous y faites face et quelles problématiques, à quelles problématiques vous êtes confrontés pour répondre à ces nouveaux enjeux? Qui veut prendre la parole en premier? Allez. Je peux me lancer. Donc je suis totalement en phase. Il y a une citation des fondateurs de Ben & Jerry's qui dit que les entreprises sont une des forces les plus puissantes parce qu'elles allient et le pouvoir de l'argent et de la richesse des hommes qui la composent. Donc si on allie les deux, on pourra faire des changements. Mais il y a aussi un job, c'est le mien, de lobbying auprès de tous les acteurs dans l'entreprise, de faire entendre ça, cette part de responsabilité, de transformation. Et après, il y a l'étape de comment les collaborateurs sont autorisés à agir, qui est très loin d'être l'étape complètement aboutie, pour être honnête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises, et encore pas toutes, ont pris des engagements relativement forts, où il y a celles qui sont en train de raccrocher les wagons parce qu'elles voient qu'elles n'ont plus trop le choix. Et donc, elles ont pris des engagements. Et donc, c'est un facteur un peu d'attraction pour les collaborateurs de tout âge, d'ailleurs, et de fidélité, en disant, OK, moi, je suis dans une boîte qui a des engagements, qui fait des choses concrètes. Mais il y a quand même un enjeu un peu de frustration de quel est le pouvoir d'action que j'ai individuellement. Et ça, c'est pas si simple à mettre en place, parce que ça veut dire qu'il faut que déjà que la culture de la liberté, de la proposition, du droit à l'erreur soit bien instaurée dans l'entreprise sur ces thématiques-là. La première pierre que l'on a faite, nous, chez Edenred, pour l'instant, c'est qu'on a instauré le droit pour tous les collaborateurs d'avoir 2 jours sur leur temps de travail qu'ils peuvent dédier à la cause de leur choix parmi tout un panel d'associations que l'on soutient. C'est-à-dire que nous, par rapport à notre activité, on s'est dit, OK, on a des responsabilités sur le gaspillage alimentaire, on a des responsabilités sur la lutte contre le gaspillage global, l'inclusion, certaines thématiques. Et donc, on a référencé une centaine d'associations qui travaillent sur ces sujets-là et qui ont des besoins ponctuels ou récurrents. Et nos collaborateurs peuvent aller prêter main forte à ces associations. Et l'idée, c'est qu'ils découvrent cet univers-là pour que ça puisse faire écho dans leur job. Alors, sans parler des actions concrètes pour faire face à ces enjeux-là, j'aimerais d'abord qu'on mette l'accent sur les problématiques face auxquelles vous êtes confrontés. Marie-Céline, peut-être que... Marie-Céline, oui, non, pardon, Célia, je suis désolée, j'ai un gros problème avec les prénoms, alors c'est que le début, je suis désolée. Alors, juste pour vous donner un peu de contexte, donc chez Mazars, en fait, on recrute 80% de jeunes issus de la Gen Z. Donc on est depuis des années challengé par cette génération. On a déjà enclenché aussi une transformation de l'entreprise pour justement proposer une alternative aux organisations actuelles qui sont au final déjà obsolètes. Et les problématiques, si on peut dire, auxquelles on est confronté, encore une fois, je vais parler uniquement de notre cible de candidats et dans le secteur audit et conseil, c'est que on a beau mettre en place d'importantes stratégies RSE, en fait, en 2022, c'est un prérequis. OK, vous avez baissé drastiquement votre empreinte carbone. OK, vous avez remplacé les gobelets en plastique par des mugs. So what? En fait, pour eux, c'est le b.a.-ba et c'est normal. Donc, c'est pas un axe de différenciation. Par contre, gare aux entreprises qui n'ont pas mis ça en place parce que effectivement, elles vont perdre énormément de points. Donc là, nous, notre enjeu, c'est pas tant de mettre en avant des actions waouh, c'est en fait toute la somme de ces actions qui sont pour nous des promesses employeurs et qui, en fin de compte, correspondent au contrat social de Mazars auprès de ses candidats. Et je rejoins aussi sur l'aspect vraiment être acteur. Nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est proposer du stagiaire à l'associé, qu'il soit acteur, qu'il puisse s'impliquer, soit en interne pour participer à la transformation de l'entreprise, soit auprès d'acteurs extérieurs. Olivier, chez Veolia, quel frein vous empêche peut-être de mettre ces actions en œuvre ? Alors, on ne le voit pas comme un frein.
moi, je vois cette génération et les attentes qu'il y a, qui ont été décrites par Victoria, comme une opportunité. Je le vois pas. On a tous des problèmes de prénom, c'est pas grave. On change nos prénoms. Voilà, déjà. Et je me suis pas trompé dans le prénom en plus. C'est clair, pardon. Claire. Donc, cette attente de responsabilité, de transparence et d'engagement, c'est véritablement quelque chose qu'on recherche. Aujourd'hui, rejoindre Veolia, c'est innover et c'est trouver des solutions pour l'environnement. Mais c'est aussi quelque chose qui est important, qu'on entend dans les enquêtes, c'est s'inscrire dans une démarche collective qui a du sens, parce que travailler sur le reuse de l'eau, travailler sur le déchet des poubelles qui vont devenir un objet recyclé, ça a du sens, et travailler sur l'utilité pour l'ensemble des parties prenantes. Et on a participé, en termes d'exemple, avec des salariés très demandeurs, très jeunes généralement, nous y avons rejoint récemment. On a rassemblé, dans une démarche qu'on appelait Plus 1, à la recyclerie à Paris, des représentants de toutes les parties prenantes. Et avec les directeurs de com, on s'est dit, et de l'engagement, on s'est dit, on va interroger nos salariés pour savoir qui veut participer. On aurait pu passer par les corps intermédiaires, les syndicats ou des dirigeants de l'entreprise pour porter la parole de Veolia. On a été submergé par des candidatures, c'était pas des candidatures, c'était des j'ai envie de participer, j'ai envie d'être partie prenante et porter la parole de Veolia ou les solutions de Veolia. Et on s'est retrouvé avec des centaines de lettres, super engagées, super émouvantes. On a eu une difficulté à faire le choix d'une quinzaine de salariés, mais qui sont venus avec nous, nous porteurs de l'entreprise, pour porter cette parole. Et je partage complètement la notion de la marge de manœuvre. On a multiplié des communautés de travail ou des communautés d'intérêt au sein de Veolia. On est dans la semaine qui a célébré le droit des femmes. On a une communauté qui s'appelle We Do, et qui, c'est 3000 personnes, et qui continuellement, de la Colombie à la Chine, échangent des solutions, des propositions. Et je pense qu'effectivement, la notion de trouver des solutions, pouvoir s'exprimer, pouvoir participer, est pour moi absolument clé dans une démarche collective. Alors, il y a des solutions qui déjà existent, oui. Et Claire, notamment, propose ces solutions-là, avec le Club des Pépites Vertes et avec un nouveau programme qu'elle va aussi lancer. Claire, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu quelles sont ces fameuses solutions aujourd'hui déjà présentes ? Oui, et je voudrais juste terminer sur la question des enjeux et des problématiques auxquelles nous qu'on a pu constater récemment en travaillant avec des acteurs du recrutement notamment. Je pense qu'il y a 3 grandes problématiques identifiées face à ces nouvelles attentes. La première, c'est qu'il y a un nécessaire besoin de recréer du dialogue entre ces talents et les entreprises. La deuxième, et elle est difficile, et je parle pour moi, c'est de faire comprendre aux jeunes talents la complexité de la transformation, et de faire comprendre non seulement la complexité, mais le rapport temps court, temps long, pour vraiment transformer les trajectoires des entreprises. Et ça, c'est très dur à apprendre, la complexité et la transversalité des sujets. Et puis enfin, il y a un vrai besoin de faire monter en compétence les collaborateurs comme les décideurs sur ces sujets qui sont très nouveaux. Je sais qu'on fait souvent le comparatif, mais il est réel. Quand le digital est arrivé, on a dû équiper les décideurs comme les collaborateurs à prendre en main ces nouveaux usages liés au digital. Aujourd'hui, face aux crises sociales et environnementales, on fait face à ce genre de problématiques. Donc face à ces enjeux qu'on a identifiés en travaillant avec nos partenaires et en prenant la température du côté de nos pépites vertes, effectivement, on a comme solution le lancement d'une académie qui s'appelle l'Académie des pépites et qui a vocation du coup à former en interne dans les entreprises les jeunes salariés pour les faire monter en compétences le temps de 6 mois sur les connaissances indispensables, systémiques évidemment, et les compétences nécessaires à la conduite du changement pour les leaders de la transformation des entreprises de demain. Et parmi certaines des compétences qu'on a identifiées auprès du coup de toutes les données qu'on a pu collecter, il y a évidemment, et je vais redire autant de fois que c'est nécessaire, la complexité, la transversalité et la vision systémique indispensable quand on veut adresser ce sujet-là, parce qu'il ne s'agit pas que de carbone, et qu'on a ici un représentant aussi du sujet des ressources très important, de la biodiversité, de l'agriculture, de l'eau. Voilà, tout ça est interdépendant, c'est très difficile à appréhender et on ne nous l'apprend pas à l'école pour reprendre. Donc voilà, c'est pour ça que nous on lance cette académie.
Alors, il reste très peu de temps. Je vais donner la parole notamment à Olivier et Célia par rapport aux actions concrètes, parce que Marie-Céline, vous les avez déjà brièvement abordées, et je voudrais garder un petit moment d'échange pour les questions après. Olivier, je crois que vous vouliez rebondir. Oui, non, je voulais surtout rebondir sur la notion de complexité, parce que ce serait une erreur de croire que ce sens, il est que pour les jeunes générations. On a une enquête avec Ipsos qui interroge 100 000 salariés dans le monde. Il y a une question, est-ce que ma contribution est utile ? Ma fierté d'appartenance, et c'est 90% de nos salariés, dont des reapers qui collectent vos déchets tous les jours. Et tout le monde a besoin de sens. Et je pense que cette intergénération, ce travail ensemble, il est absolument indispensable. Et l'autre point, c'est les formations, les compétences. Là, on est en train de lancer chez Veolia une école de la transformation écologique. C'est une réflexion avec des parties prenantes, avec le Shift Project, avec Ticket for Change, pourquoi pas avec les pépites vertes, qui amènent effectivement une vision systémique. Ce n'est pas ma solution, c'est ma solution dans un environnement, dans un territoire, auprès de parties prenantes. Et puis, il y a tout le basculement des compétences aussi de nos propres collaborateurs et avec toutes les jeunes générations qui nous rejoignent et qui nous apportent ce bouillonnement. Voilà. Après, sur des solutions, on a plein de trophées, des trophées performance, solidarité, des summer schools qui amènent effectivement à recycler des thèses, à amener les jeunes étudiants à représenter leurs thèses à un jury Veolia. Et on les challenge et ils nous challenge sérieusement aussi. Et puis des trophées solidaires qui sont des projets pour la planète, pour l'environnement, pour les territoires, pour les communautés qu'on doit servir et sur lesquels on a des trophées, on a des choses. Et puis après, la marque employeur, c'est pas simplement avant, c'est tout au long, avec des programmes de formation qui sont exactement dans cet axe, de montrer la complexité et d'inclure avec une vision large. C'est ce qu'on a fait à la recyclerie sur +1, où le troisième thème était comment on se forme ensemble, comment on travaille ensemble, parce que ce n'est pas l'entreprise qui aura la solution, c'est l'entreprise avec toutes ses parties prenantes. Il y en a beaucoup ici sur le salon, et d'ailleurs on s'y sent bien dans ce salon, parce que c'est le projet qu'on a. Voilà. Célia, est-ce que vous pouvez nous présenter deux actions concrètes qui sont déjà mises en place chez Veolia et qui peuvent peut-être être applicables aussi, Mazars, pardon, qui peuvent être aussi applicables dans d'autres entreprises? J'imagine qu'il y a parmi vous des chefs d'entreprise aussi. Est-ce que vous avez deux actions concrètes en tête là à nous présenter? Alors j'ai une action interne qui a vu le jour en 2018 qui s'appelle le collectif Federate et qui a complètement été créé from scratch par des collaborateurs et encore une fois des stagiaires, des seniors, des associés. Là encore une fois, c'est toutes les lignes de métier, tous les grades. L'idée en fait de ce collectif, c'est d'accompagner la transformation sociale, environnementale et organisationnelle de Mazars. Et en fait, ils font ça en parallèle ou à la place de quelques jours, quelques heures par semaine aussi de leur quotidien, de leur métier. Donc ça, c'est le projet interne. Et en externe, on a proposé à nos stagiaires de faire des stages partagés avec l'association Vendredi. Donc en fait, ils vont consacrer 20% de leur temps auprès d'associations. Donc on a des auditeurs financiers qui vont monter en compétence chez Mazars, mais qui vont être, par exemple, community manager pour une association. On a aussi un auditeur qui a travaillé à la Croix-Rouge. Donc ça aussi, donner du sens, ouvrir les chakras des collaborateurs aussi pour voir d'autres contextes, d'autres environnements, toujours pour développer leur employabilité et au final pour qu'ils puissent quelque part construire une trajectoire de carrière qui leur ressemble. Ça aussi, c'est extrêmement important. Marie-Céline, chez Edenred, peut-être deux petites actions aussi concrètes avant qu'on passe aux questions. Je crois qu'en termes de temps, on va être plutôt bon. On a des thématiques. On a fait un peu des actions un peu similaires, c'est-à-dire qu'on a fait des appels à candidature des collaborateurs, tous métiers confondus, donc au centre de relations clients, au site de production, à la DAF, ou des métiers qu'on n'associe pas forcément à la RSE, et en leur disant, on veut traiter le sujet de l'alimentation durable. Selon vous, qu'est-ce que l'on peut faire pour y répondre en faisant évoluer nos solutions? Donc en fait, de se servir des idées, des initiatives de tout à chacun. Donc ça, ça s'anime. Et puis, on fait énormément aussi de formation. On a un cursus, vous avez parlé de la marque employeur, l'expérience collaborateur tout au long de la vie, où on a des dispositifs de formation spécifiques en fonction de son cœur de métier. Si c'est le marketing, par exemple, on a des enjeux très forts sur les façons de communiquer, d'être inclusif, de ne pas faire de greenwashing, etc. Selon les cœurs de métier, des dispositifs de formation dédiés pour avoir cette culture et que ça puisse émerger dans leur job et qu'ils puissent être eux-mêmes, soumettre des idées. Et moi, j'ai comme indicateur, par exemple, le nombre d'idées qui nous sont soumises et qui sont transformées et qui ne sont pas issues de la direction RSE, mais des salariés eux-mêmes. Et que vous arrivez à transformer. Oui, c'est l'enjeu.
C'est merveilleux. On va avoir 10 dernières petites minutes pour les questions. Je crois qu'en termes de temps, on est bon. Est-ce que certains ont des questions à poser à Célia, Marie-Céline, Olivier ou Claire, peut-être? Oui, il y a une question au fond, je crois. Non. Il n'y a pas de question. Incroyable. Oui, je vais te donner le micro, ce sera peut-être plus simple. Merci, bonjour. Et dans les cadres des PME, comment on peut avoir ce dialogue avec les collaborateurs pour avoir toutes ces initiatives, mais pour ne pas créer de la déception? Parce que oui, on peut recevoir des initiatives, mais peut-être qu'on n'est pas en mesure de les mettre en place. Donc, pour la direction, c'est aussi difficile de dire OK, oui, c'est très bien, mais on n'est pas capable de le faire. Pas pour l'instant, parce que peut-être le coût est trop élevé, peut-être parce qu'on n'a pas les compétences, la formation, bon, peu importe. Mais justement, comment faire ce processus de réception, mais pour avancer ensemble, mais pour ne pas créer de la déception? Merci. Qui se sent de répondre? Olivier, vous avez déjà le micro sous le nez. Non, je peux répondre. J'ai bien entendu cette envie de participer. Elle doit être aussi canalisée d'une certaine façon dans une organisation. Déjà, pour une organisation, dans sa gouvernance, elle va créer des communautés d'intérêt, de thèmes. Et effectivement, on peut aller solliciter. C'est ce qu'on fait, par exemple, là, dans le cadre de la semaine du droit des femmes. On a sollicité cette communauté de 3000 personnes pour dire le réseau WeDo, qu'est-ce que vous voudriez faire en termes de présentation de projet dans le cadre de cette semaine du droit des femmes. Et on a eu des présentations participées de la Chine à la Colombie qui étaient formidables. Donc il faut canaliser et faire des propositions, des appels à projets ou des appels à contributions thématiques sur des plateformes. Ça fonctionne super bien et le digital nous apprend beaucoup de choses et on peut se connecter. Donc je pense qu'il y a créer les conditions d'une communauté, qu'elle puisse s'exprimer et de temps en temps venir l'impulser. Elle peut se partager des choses entre elles et de temps en temps venir l'impulser sur des thématiques qui vont alimenter un plan stratégique ressources humaines, des thématiques innovantes. Je l'ai fait, par exemple, j'ai en charge le dialogue social européen aussi. Et avant une négociation sur la mixité et l'égalité professionnelle au niveau européen avec les syndicats, on est reparti au sein de ce réseau WeDo pour alimenter en disant « mais ils nous disent quoi finalement cette communauté ?» Et il y avait plein d'idées formidables, des manifestes qu'ils avaient faits, qu'on a utilisés pour notre négociation. Donc c'est cette articulation, cette circularité. Et de temps en temps, ils peuvent nous proposer aussi des idées et des thèmes sur lesquels, de temps en temps, on se dit « on n'avait pas pensé à ça, mais ça c'est super ». Et c'est ce qui s'est passé dans le cadre de Plus 1 avec cette communauté où ils nous ont dit on est plus de 150 à avoir voulu participer, on a pu en sélectionner 15. Qu'est-ce que vous faites avec les 150 ? Et ça nous a donné une opportunité de les rencontrer, de les toujours impulser un dialogue avec ces communautés qui sont formidables. Voilà. Claire, Marie-Céline ou Célia, peut-être vous voulez compléter la réponse d'Olivier ? Oui, effectivement. Alors, je vais un petit peu paraphraser, mais je pense que la première étape, c'est déjà de sonder en interne et de permettre d'encourager les collaborateurs à partager leurs idées. Par exemple, chez Mazars, on a BIM, la boîte à idées de Mazars. N'importe qui peut y participer, c'est digital. Alors oui, toutes les idées ne pourront pas être mises en œuvre, malheureusement, mais peut-être qu'on peut commencer par échelonner, peut-être faire un petit test sur 10 personnes, 20 personnes, comme vous le disiez. Et puis ensuite, si on voit que ça fonctionne, peut-être accroître le nombre de participants. L'idée, c'est pas non plus de se jeter sur un projet, c'est peut-être d'échelonner, de tester, test and learn aussi, c'est extrêmement important. Oui, sur une PME, il y a l'enjeu des petits pas, dans le sens où ils n'ont pas les mêmes obligations légales avec le coup d'accélérateur et la pression que l'on peut vivre dans un grand groupe. Et en fait, c'est de se dire que chaque action compte, en fait. Enfin, vraiment. Et là, ça m'échappe. Mais juste après, si vous voulez, il y a une association extraordinaire, le nom m'échappe, qui justement fait des propositions pour les PME en leur disant « ne soyez pas effrayés et ne faites rien ». Et ils ont tout un kit hyper bien fait pour faire passer à l'action les PME. Donc, venez juste me voir après, s'il vous plaît. Claire. Et puis enfin, parmi les règles d'or que je m'applique en termes d'intelligence collective, parce qu'il faut savoir que les pépites vertes sont créées avec la communauté depuis le début. C'est ce qui fait qu'on est aussi proche des usages de nos bénéficiaires. C'est parce qu'on co-construit avec eux. On a par exemple un club des pépites qui réunit des jeunes salariés de la transition écologique.
en termes de mobilisation de l'intelligence collective, il faut toujours, je pense, être transparent sur le périmètre des choses sur lesquelles les gens vont pouvoir donner leur avis, d'une part, et ensuite, ce qui va s'en sortir par la suite. C'est-à-dire que si on peut dire dès le départ, on vous mobilise, mais on ne s'engage pas à appliquer 100% des idées qui sortent et qu'on est dans un atelier d'émergence d'idées collectives, il y a déjà comme un contrat tacite d'engagement entre la personne qui permet l'émergence des idées et les personnes qui viennent donner les idées, où on n'a pas une surattente du côté des personnes qui font l'exercice de l'intelligence collective, et il n'y a pas de mensonge non plus de la part du porteur ou de la porteuse de projet. Donc je pense que c'est très important en termes de communication interpersonnelle de valider ensemble l'intention. On vous a mobilisé sur ça parce que, et ensuite le périmètre de la gouvernance finale, puisque effectivement, et à la fin, il y a des gens, ils prennent les décisions, et c'est important de savoir qui, pour éviter les frustrations. C'est juste un mot que je veux ajouter, c'est dire la notion de sincérité qui me semble essentielle dans toutes ces démarches de parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Il faut une forme de walk the talk, comme on dit, mais de sincérité sur l'intention, les résultats et l'exploitation de ces résultats et de cette participation. Est-ce qu'une autre question ou plusieurs autres questions sont là ou pas? Alors du coup, j'allais rebondir du coup sur la remarque de Lily. Merci. Moi, j'avais juste une question pour Madame Plourin. C'est vraiment par pure curiosité, mais comme vous l'avez dit, vous fournissez donc des tickets restaurants pour une bonne partie de la population active en France, en tout cas. Moi, je vois l'impact du déchet de cette démarche-là. Est-ce que justement, je sais qu'il y a des initiatives un peu partout en France pour remettre à l'ordre du jour la consigne. Je ne sais pas si vous avez au sein d'Edenred des réflexions sur justement accompagner le zéro déchet pour justement, parce que moi quand je vois à l'heure du déjeuner l'ensemble des employés dans des grandes zones comme la Défense où on voit tout le monde avec son petit sac papier avec à l'intérieur on sait un emballage carton avec un plastique par-dessus, enfin moi ça me rend malade quoi. Et quand je vais chez un commerçant avec ma boîte de Tupperware, que les gens me regardent avec des gros yeux et que je dis bah non j'ai pas besoin de couverts, je les ai déjà à mon bureau. Voilà, je me sens un peu un ovni et je me suis demandé est-ce que votre société qui justement encourage la vente emportée, je dis la consigne parce que c'est celui qui me vient en tête, mais comment vous accompagnez justement cette démarche zéro déchet, sachant que justement votre société produit indirectement parce que vous encouragez justement la vente à emporter. Je me lance. Donc oui, on traite le sujet et c'est pas si évident. Enfin, c'est évident pour moi, mais c'est pas évident pour tout le monde dans l'entreprise. C'est ce que j'évoquais au début en disant, par exemple, c'est facile pour une entreprise de s'approprier ce qu'on appelle les externalités positives. On sait que s'il y a 27 nouveaux porteurs de titres restaurants en France, c'est générateur d'un emploi, puisque c'est des gens qui vont aller se restaurer à proximité, donc ça va créer un emploi. En revanche, oui, je sais qu'à Paris, chaque jour, il y a 15 tonnes de déchets qui sont liés à la vente à emporter. Voilà. Et donc, mon travail, c'est de répéter ça en long, en large, en travers, pour expliquer que oui, les externalités négatives d'une activité, on doit aussi les prendre en compte. C'est pas je mets un bien, là je prends l'exemple de mon métier, mais c'est valable pour n'importe quelle entreprise, c'est pas je délivre un bien ou un service et ce qu'il devient, ce qu'il est fait, comment il se transforme, ce n'est plus de mon ressort. Et ça, c'est très difficile à faire entendre dans les entreprises. Quand au début vous parliez de la mission, ça démarre par là, c'est par rapport à mon activité, quels sont les impacts, et là je sais à quoi je peux aussi servir. D'accord ? Donc oui, on traite le sujet, pas de manière encore révolutionnaire, mais tout de même, par exemple, vous dites que vous allez dans un restaurant avec votre propre Tupperware, c'est un droit. N'importe quel citoyen ici a le droit d'aller avec son propre contenant chez n'importe quel restaurateur, traiteur, on n'a pas le droit de lui refuser. On n'a pas le droit de lui refuser. Et donc ça, on fait des actions de communication auprès de nos 180 000 restaurateurs partenaires marchands qui ignorent peut-être aussi cette loi en leur disant « Savez-vous qu'il y a cette évolution ?» Mettre le pied à l'étrier. Les millions d'utilisateurs, savez-vous qu'il y a ce droit? Mettez-le en application. Il y a la consigne, bien évidemment. J'espère pouvoir vous annoncer une très bonne nouvelle bientôt. J'ai reçu un texto tout à l'heure. Mais en tout cas, on l'expérimente chez nous avec la start-up Now qui s'appelle No More Waste in My World,
qui est une des toutes premières à avoir mis en place un distributeur de contenants pour sa pause déj, parce qu'effectivement, c'est générateur de déchets à usage unique, donc c'est vraiment un carnage. Et donc, nous, on l'expérimente chez nous depuis 2 ans auprès de nos collaborateurs, avec l'idée de pouvoir l'étendre auprès de nos partenaires marchands. Donc oui, on traite le sujet, mais il est énorme. Juste peut-être ajouter en complément que le déchet, alors bien sûr, il faut le réduire et modifier radicalement nos consommations, et vous avez tout à fait raison. Le déchet, c'est notre métier. Aujourd'hui, du déchet, on a plein de solutions pour le recycler, en faire un nouveau produit, voire en faire de l'énergie pour alimenter les quartiers. Donc on a, nous, toute une stratégie qui s'appelle Waste to Energy. Encore une fois, l'amont est essentiel, c'est réduire nos consommations et modifier radicalement dans la transformation écologique nos consommations. Mais ce déchet aujourd'hui, on le dit souvent chez Veolia, c'est une mine. C'est une mine de recyclage et on a travaillé, il y avait des présentations tout à l'heure, sobriété, innovation, où on est capable de faire énormément de choses. Il faut que les réglementations bougent un tout petit peu, mais vraiment le waste to energy, aujourd'hui on alimente des quartiers en énergie à la base de déchets. Et par l'incinération, par les propulsions qu'on peut avoir. Et je pense qu'il y a aussi à avoir cette économie circulaire qui n'empêche pas, ce que vous avez dit, de modifier nos comportements radicalement. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions parmi vous? Oui. Bonjour. Du coup, j'aurais une question pour Madame Petro. Quand vous parliez de communauté, est-ce que vous pourriez juste décrire quelle est la communauté, enfin, de qui vous parliez exactement? Oui. Tout à l'heure, vous citiez Ticket for Change. Ticket for Change est un exemple très inspirant pour moi en termes de création de communauté. Et une fois, Adèle Gallet avait dit lors d'une conférence, définis bien ta communauté, fais-en presque une communauté exclusive et ce sera une communauté forte. Donc, quand j'ai lancé les pépites vertes, j'ai vraiment été très vigilante aux critères pour devenir une pépite verte. C'est ce qui fait que notre communauté est très forte et qu'elle est composée de plusieurs visages. Les raisons pour lesquelles j'ai créé les pépites vertes, c'est accompagner les étudiants et les lycéens à comprendre quelles sont les perspectives professionnelles qui existent dans le monde en transformation. Donc ça, c'est ma communauté, c'est mes audiences. Ce sont des étudiants et des lycéens intéressés par ces sujets d'orientation responsable. Le fait est que j'ai créé le contenu des pépites vertes grâce à ma deuxième communauté qui est les salariés de la transition écologique. Et donc, les jeunes salariés de la transition écologique, qu'est-ce que c'est qu'être jeune? Horrible, j'avais pas envie de dire si t'as moins de 30 ans, t'es jeune, j'avais pas envie de faire ça. Donc on s'est dit, c'est maximum 4 à 5 ans après la fin de tes études, que tu fais un bac, que tu fais un BTS, que tu fais un bac plus 5. Quand tu rentres sur le marché du travail, tu es jeune actif, première année, deuxième année, troisième année, tu es dans une posture de jeune actif qui est difficile. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà dans la situation de jeune actif, mais on arrive dans une entreprise, on n'a pas trop confiance en nous, on n'ose pas lever la main, on n'ose pas parler au boss, etc. Ça, c'est notre communauté, celle qu'on accompagne, notamment via le club. Et du coup, c'est en ça qu'on a défini qui fait partie de la communauté en termes d'âge et enfin, en termes de vert. Qu'est-ce qui est vert ou pas? C'est défini en fonction du plan de charge, enfin de la fiche de poste du junior. Dans quelle mesure est-ce que le junior adresse le sujet de transition écologique au cœur de son métier? Et c'est en ça qu'on va aussi bien avoir des Alexandra qui travaillent au groupe Rocher sur la RSE que des Quentin qui travaillent à l'ADEME dans un métier dédié à la transition écologique. Et en ça, du coup, je m'inspire d'une segmentation qui a été faite par l'ADEME. Il y a aujourd'hui les métiers verts, qui sont des métiers dédiés, ceux des ONG, des acteurs vraiment de la transition éco, et les métiers verdissants, et qui sont quasiment l'ensemble des métiers aujourd'hui, des industries et des secteurs. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question, peut-être. Bonjour. Du coup, en parlant de métier, je vois que Marie-Céline, vous êtes directrice développement durable. Est-ce que, du coup, j'imagine, est-ce que c'est un métier récent ou est-ce que c'est un poste qui a été créé récemment ou si c'est quelque chose qui avait été entrepris par Edenred il y a bien longtemps?
Donc dans cette entreprise, précisément. Donc moi, je vais fêter, entre guillemets, mes 7 ans dans cette entreprise là cette année, mais j'ai pas avec cette responsabilité. Mais au démarrage, j'avais une double responsabilité parce qu'en fait, il y a eu un travail un peu de lobbying aussi, d'instauration de ce job. Et c'est la réalité dans encore beaucoup d'entreprises où en fait, c'est pas forcément une évidence. Il y a une vraie évolution sur ce poste-là. Comme moi, j'ai démarré, ça fait plus de 15 ans que je travaille sur ce sujet-là. Il n'y avait aucun master qui existait, il n'y avait même pas d'offre de stage. Ma mère n'avait toujours pas compris en quoi consistait mon travail. Donc maintenant, c'est un peu plus facile. Il y a une vraie évolution. Ce que j'ai vu aussi évoluer, c'est le rattachement. Si c'est vraiment une interrogation que vous avez sur ces perspectives-là, il y a parfois, c'était la communication avec un volet RSE. Après, il y a eu la qualité sous une question de normes. Après, il y a parfois la DAF. Enfin, il y a vraiment un peu tous les rattachements qui existent entre pairs. Quand on se rencontre, on se demande justement à qui on est rattaché, parce que c'est quand même très fort en termes de symbole sur où c'est situé et quelle est la stratégie vraiment dans l'entreprise par rapport à cette thématique-là. Donc, chez Edenred, ça existe depuis 5 ans en tant que tel. Les moyens sont grandissants, voilà, parce qu'en fait, c'est un job qui demande énormément d'énergie, mais l'enjeu est que ce job n'existe pas. D'où ce qu'on évoquait tout à l'heure, que en fait, tout le monde ait un niveau de formation suffisant, mais comme on ne l'apprend pas à l'école, on doit le faire, et que les gens se sentent autorisés à agir. Voilà. Donc ça, on a encore malheureusement une raison d'être, mais ça va certainement évoluer. Merci à tous pour votre présence. Si vous avez envie d'échanger peut-être plus longuement avec nos intervenants, je crois que vous avez chacun un stand respectif. Claire des Pépites Vertes qui est à l'entrée en face du bar. Il y a aussi un stand Mazars, Veolia et Edenred. Donc vous aurez l'occasion peut-être de poser des questions pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui ont été trop timides. En tout cas, j'espère qu'en ce court temps, vous avez eu des clés pour peut-être comprendre mieux ces enjeux-là qui aujourd'hui sont omniprésents. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite un beau salon, une belle journée et merci à tous les 4 pour votre présence. Merci. On fait un petit atelier sur la raison d'être de Veolia à 15h. Le stand n'est pas très loin, je fais ma retape si vous êtes... voilà. Merci à vous.